berceau de la civilisation, le pays fondateur de la démocratie. Ce symbole de la grandeur de l'Europe a failli entraîner tout le continent vers sa perte. La Grèce, au bord du chaos depuis plusieurs semaines maintenant. Euro-Länder machen sich Sorgen, dass tous les regards sont tournés vers la Grèce. Noordland beslaat in totaal 720 Controversial deal forcing it to make further deep cuts in public spending in return for an unprecedented international financial rescue package. Cette crise qui déferle aujourd'hui sur l'Europe, avec son cortège de récession et de chômage de masse, n'est pas arrivée par accident. Les monnaies fortes, c'est pour les pays forts, c'est pas pour les pays faibles. Cette crise est la conséquence de toute une série d'erreurs, d'imprévoyance, de lâcheté. Vous savez, c'est comme quand il y a eu des catastrophes ou des attentats. Alors on cherche des indices ou on cherche des signes précurseurs de dysfonctionnement industriel. À Athènes, mais aussi à Paris, Berlin, Londres, tout a dysfonctionné, partout en Europe. Il faut croire personne, c'est n'importe quoi. Ce sont des cons. Comment les déboires d'un si petit pays ont-ils pu entraîner tout un continent au bord du gouffre? Pourquoi, après 40 ans de relations chaotiques, la Grèce est-elle devenue le talon d'Achille de l'Europe? Et si le compte à rebours avait commencé en ce jour ensoleillé? Valéry Giscard d'Estaing vient juste d'être élu. Et d'entrée, le nouveau président de la République montre qu'il est bien décidé à ne rien faire comme les autres. À commencer par la traditionnelle remontée des Champs-Élysées qu'il décide de terminer à pied. Giscard veut bousculer l'ordre des choses. En France, bien sûr, mais également partout en Europe. Il va en avoir l'opportunité à peine 2 mois plus tard, quand en Grèce, la dictature des colonels s'effondre en quelques jours. Le régime des colonels était une dictature autoritaire qui avait aboli toutes les libertés du peuple grec. La junte ne bénéficiait plus d'aucun soutien populaire et plus personne n'était derrière elle. Les colonels ont alors compris qu'il était temps de rendre le pouvoir aux hommes politiques et aux civils. Un seul nom fait alors l'unanimité pour reprendre les rênes du pays, celui de Constantin Karamanlis. Depuis la confiscation du pouvoir par les colonels, ce démocrate grec vit en exil à Paris. Et il peut compter sur un ami désormais haut placé. Karamanlis m'a téléphoné, moi j'étais à l'époque à l'Élysée, et il m'a dit, voilà, je suis très embarrassé parce que je vais retourner en Grèce, parce qu'il y a un appel populaire, je crois qu'il faut que j'y aille. Mais je ne sais pas comment y aller, je me suis renseigné, il n'y a pas d'avion. On m'a dit, ne vous en occupez pas, je vais vous prêter l'avion de la présidence, on va vous conduire et vous déposer à l'aéroport d'Athènes. Donc il est arrivé à Athènes dans un avion sur lequel il est marqué République française. En quelques mois, Karamanlis parvient à rétablir la démocratie, là même où elle fut inventée 25 siècles plus tôt. Il s'attelle à la reconstruction de son pays, en soignant ses relations avec son ami français. Il m'a invité en visite officielle à Athènes, et j'ai vu un spectacle qu'à mon avis personne ne reverra jamais. Η φράση αυτή του Πρωθυπουργού αφορούσε τον προσωπικό δεσμό του με τον κύριο Ζισκάρ ντ'Εστέν. Ο Γάλλος ηγέτης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος... Sur tout le trajet, il y avait une foule sur plusieurs rangs
de spectateurs qui applaudissaient. On n'a jamais vu ça en Grèce. Et c'était la sympathie pour la France et pour la France qui avait aidé à rétablir la démocratie en Grèce. Alors j'ai fait un petit discours en grec. Pour la circonstance, la télévision locale relaie l'événement en direct. Je vais vous répondre en grec. En grec, ah oui. Athéniens, Athéniennes, Kyrie Zimarchi, Athénei, Athénès. J'ai dit que je venais en Grèce comme élève, comme ami et comme partenaire. Istin Pauline Sam, Sas. Vous le comprenez? Giscard cabotine. Il veut être le parrain protecteur de cette Grèce qui déroule le tapis rouge sous ses pieds. Athènes en profite. Giscard d'Estaing, on peut le dire aujourd'hui, n'a pas seulement été invité en Grèce afin d'être remercié pour son rôle dans le rétablissement de la démocratie. Karamanlis l'a fait venir aussi pour faire avancer l'entrée et au-delà l'adhésion de notre pays au sein de la communauté économique européenne. À l'époque, on appelle encore cela le marché commun. 9 pays réunis pour favoriser échanges commerciaux et politiques agricoles. La Grèce rêve de s'asseoir à la table de ces grands d'Europe, même si elle en est loin encore économiquement. Moi, j'étais allé en Grèce avant la prise de pouvoir par les colonels, et donc je connaissais un peu la vie politique grecque. Et j'avais vu d'ailleurs l'état de délabrement de la vie politique grecque avant les colonels. Enfin, c'était un désordre profond, un clientélisme visible. J'étais là au ministère des Finances, c'était mes collègues du ministère des Finances, et c'était un désordre indescriptible, des antichambres pleines de quémandeurs. Mais lors de sa visite présidentielle, Giscard semble avoir tout oublié du chaos administratif qui règne dans le pays. Il ne voit plus que la magie des temples antiques. Il est sous le charme. Karamanlis m'avait fait toute une espèce de petite démonstration. Il m'avait dit, mais votre langue, c'est du grec. Philosophie, c'est grec. Politique, c'est grec. Démagogie, c'est grec. Donc je me dis, ils ont leur place. Leur place, c'est en Europe, et donc il faut les accueillir. Il y a une cote de sympathie de la Grèce. C'est le berceau de la démocratie. Il y a eu la dictature des colonels. Ils les ont renversés. On ne peut pas imaginer l'Europe sans la Grèce. Alors les gens mélangent la Grèce antique et la Grèce d'aujourd'hui, les humanités, tout ça. Cette confusion des genres et des époques n'a pas cours à Bonn, la capitale de l'Allemagne fédérale. Pour le très réaliste chancelier Helmut Schmidt, l'économie grecque est beaucoup trop fragile pour entrer dans la communauté européenne. Hans-Dietrich Genscher était son jeune ministre des Affaires étrangères. Helmut Schmidt était sceptique, pas vraiment contre la Grèce. Il était un ami de ce pays, comme je l'étais d'ailleurs. Mais il avait surtout le souci que les problèmes de la Grèce ne s'aggravent pas si elle adhérait trop tôt. À l'époque, et c'est pareil aujourd'hui, sur toutes les grandes questions européennes, l'Allemagne cherchait toujours à être sur la même ligne que la France. Et sur la Grèce, l'axe franco-allemand est devenu un argument décisif pour convaincre tous ceux qui doutaient jusque-là en Allemagne fédérale. Bonn ne prendra donc pas le risque de se fâcher avec Paris sur la question grecque. Helmut Schmidt dit oui à Giscard et à la Grèce.
Le président français Giscard d'Estaing doit encore convaincre la Commission européenne. Les fonctionnaires de Bruxelles sont tout-puissants et eux aussi très réservés sur Athènes. Mais en s'appuyant sur les fondements de la philosophie antique, Giscard va les faire basculer du côté des Grecs. Il ne pouvait pas en effet les rejeter à l'extérieur et faire jouer Platon en deuxième division. C'est là le coup de génie de Giscard, ériger le grand philosophe en passeport d'entrée dans la communauté européenne. Deux ans seulement après le rétablissement de la démocratie à Athènes, le représentant grec peut entamer les négociations d'adhésion à Bruxelles. Le ministre grec a précisé dès aujourd'hui les domaines délicats de l'intégration. La Grèce demande également une aide financière maximale pour son développement. L'Allemand Genscher, qui assiste à cette séance, n'est pas dupe. Pour les pays qui ne faisaient pas encore partie de la communauté, le fait de devenir membre, c'était une question de prestige. Mais c'était aussi évidemment pour eux une occasion de saisir des opportunités financières. La procédure impose aux candidats à l'Europe de prouver qu'il est suffisamment préparé pour intégrer le marché commun. Michel van den Abel est à l'époque jeune conseiller à la Commission. On me présentait des statistiques, on disait ça me semble pas très réel, il y revenait un mois après avec d'autres chiffres. Donc c'était pas très sérieux. On a peut-être un peu mis la charrue devant les bœufs, on a peut-être été un peu trop rapide à accepter ce que nos amis et nos collègues grecs nous disaient. Donc on ne va pas infliger à la Grèce une sorte d'examen d'audit humiliant et pénible pour démontrer on ne sait pas quoi. Et de toute façon, on a envie qu'elle soit dedans parce que c'est dans le mouvement, quoi. Giscard et la Grèce sont parvenus à leur fin. La jeune République obtient le droit d'adhérer à la CEE. Le président français a pesé de tout son poids. Son triomphe ravit le petit peuple d'Athènes. Maintenant que nous sommes entrés dans l'Europe, on la ressent déjà plus, la sécurité. Je suis là avec ma fille parce que c'est une journée historique. Ensemble, nous aurons un meilleur avenir, pour trouver du travail surtout. La Grèce peut enfin hisser son drapeau à Bruxelles. Même si tout le monde sait déjà qu'elle n'est pas un État membre tout à fait comme les autres. Il y avait, en fait, de l'aveu même des dirigeants grecs, un niveau de corruption tout de même incompatible avec, si j'ose dire, la moyenne européenne. La corruption était du genre « Viens, vote pour moi, pour un ou deux mandats. Et moi, je donne à ton fils, à ta fille, à ton cousin, un poste de fonctionnaire. » N'oubliez pas que c'était un pays pauvre, qu'il n'y avait pas d'industrie. Il n'y a pas non plus beaucoup de cohérence au sommet de l'État. Au début des années 80, le premier gouvernement grec qui arrive à Bruxelles est élu sur un programme eurosceptique. Le secrétaire d'État chargé de l'Europe doit donc demander à son chef de gouvernement quelle est la ligne qu'il doit adopter. Quand je lui ai dit, mon président, nous avons une position contre l'Europe, comment vais-je faire? Il m'a dit, non, laisse tomber tout ça. C'était des positions qui étaient bonnes quand on était à l'opposition. Maintenant, il faut gérer le pays et ses intérêts. Nous ne sommes plus un parti, nous sommes le gouvernement de tous les peuples grecs.
L'intérêt de la Grèce et de son peuple est d'être dans l'Europe. Cet opportunisme va vite se révéler très rentable. En quelques années, les subventions européennes vont monter jusqu'à 10% du budget national. Partout dans le pays émergent des grands chantiers, sponsorisés par l'Europe. J'étais la première fois en Grèce en novembre 83, comme jeune ministre du Travail. Et séjour après séjour, j'ai tout de même noté comme un énorme essor de la Grèce. Beaucoup de choses s'étaient améliorées. Athènes devient un virtuose des lucratifs marchandages européens, monnayant son vote au prix fort en échange de nouvelles subventions. Comme par exemple quand il faut décider de l'entrée dans la communauté de l'Espagne et du Portugal. Ils avaient les mêmes produits. Tout d'un coup, dans le marché unique, se présentaient des pays qui avaient des milliers de tonnes d'huile d'olive, des agrumes, tout ce que nous produisions et exportions, ils exportaient et ils produisaient eux aussi. Donc il fallait trouver un arrangement. Donc vous avez obtenu de Bruxelles qu'un nouveau fonds d'aide soit créé. C'est ça. Pendant 10 ans, Bruxelles va verser en tout l'équivalent d'une 30aine de milliards d'euros en subventions à la Grèce. C'est le record d'Europe. Pas étonnant dès lors que les Grecs deviennent le peuple le plus pro-européen du continent. Le traité de Maastricht est signé des 2 mains par Athènes, alors qu'il est contesté dans presque toute l'Europe. Ce traité est une révolution. Les Européens ont décidé de lier leur destin en se dotant d'une même monnaie, l'euro. Dorénavant, l'état de santé d'un pays rejaillira sur tous les autres. C'est le début d'une longue marche. Athènes est loin d'être prête pour la monnaie unique, mais la Grèce s'est bien décidée à tout faire pour ne pas rester au bord de la route, quitte à braver tous les sens interdits. Il était clair pour tout le monde que la Grèce ne remplirait pas les conditions, ni en termes, j'ai plus les chiffres en tête, excusez-moi, c'est un peu vieux, mais ni en termes d'inflation, de déficit public. En résumé, Athènes est très loin des fameux critères de Maastricht, nécessaires pour obtenir son billet vers l'euro. Qu'importe. Au printemps 1996, lors du sommet de Vérone en Italie, les Grecs vont arriver avec une stratégie inattendue. Pour rendre inéluctable leur passage à l'euro un jour ou l'autre, ils veulent imposer tout de suite des caractères en alphabet grec sur les futurs billets européens. Le ministre grec des Finances est à la manœuvre. Je leur ai dit qu'effectivement c'était impossible de vendre l'euro à Athènes, aux paysans grecs ou aux gens des villes grecques qui seraient à même à utiliser l'euro sans qu'ils puissent comprendre ce qu'il est écrit sur les billets. Je l'ai regardé avec étonnement et je lui ai dit « Cher Yanos, vous ne faites pas partie de la zone euro et vous n'allez pas y entrer. Vous ne jouez pas dans la cour des grands, donc vous ne pouvez pas prétendre décider comment seront dessinés les billets en euros. » Il était très étonné, même un peu énervé contre moi. Alors c'est là où je lui dis que je parie de ce que vous voulez pour dire à ce que la Grèce devienne effectivement membre de la zone euro en l'an 2000. Et il dit on verra ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas pris vraiment au sérieux. Pour moi, c'était impossible d'imaginer que la Grèce, avec son économie, puisse entrer un jour dans la zone euro. Au sommet suivant, pourtant, les Grecs finissent par triompher. Grâce à la France, encore une fois. Chirac a dit, mais pas du tout, c'est un problème politique, il n'y a aucune raison de traiter de manière discriminatoire les Grecs. Après tout, c'est une des nations berceau de notre civilisation. Enfin, il a fait une très belle envolée et il a emporté le morceau. En volant au secours d'Athènes, Jacques Chirac n'a fait que suivre l'exemple de Valéry Giscard d'Estaing 20 ans plus tôt.
This is the photo of the century. Il y aura donc bien des caractères grecs sur les premiers billets. Mais paradoxalement, la Grèce n'est pas encore qualifiée pour l'euro. Sur le tableau des bons élèves européens, Athènes ne figure toujours pas. Pour l'instant, la Grèce est en effet bien trop mal gérée. À l'époque, la Grèce n'était pas du tout dans les radars. En 1998, croire que la Grèce pouvait entrer dans l'euro, mais personne ne pouvait imaginer cela. Si la Grèce n'est pas de taille pour entrer dans l'euro, la France, elle aussi, est un peu juste. Mais le gouvernement s'est livré à une petite acrobatie comptable. En mettant la main sur quelques milliards qui dorment dans les caisses de l'entreprise publique France Télécom, l'État a réussi à abaisser son déficit d'1 demi-point. Juste ce qu'il faut pour satisfaire aux sacro-saints critères de Maastricht. Nous forcions un petit peu la serrure pour entrer dans la zone euro. Ce sont des pratiques qu'à titre personnel, je ne cautionne pas. Mais quand on est ministre, le pragmatisme finit par s'imposer. À Bruxelles et dans les autres grandes capitales européennes, l'astuce comptable à la française passe plutôt mal. Ils n'ont même pas daigné m'en informer avant, je l'ai appris par le journal. Et après, je me rappelle quand j'ai vu ça quand même, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé M. Arthuis qui était ministre des Finances en lui demandant quelques explications quand même, compte tenu de l'émoi que ça crée. Je m'en souviens très bien. Une tempête dans un verre d'eau en réalité. Car Bruxelles va finalement fermer les yeux sur les petits arrangements de la France. Un aveu de faiblesse qui donne des idées à l'autre bout du continent. Soudain, à Athènes, les critères de Maastricht ne semblent plus si difficiles à remplir. Comme par enchantement, tous les déficits grecs se mettent à se résorber. Et en seulement 2 ans, le mauvais élève de la classe euro devient un petit prodige de l'orthodoxie financière. C'était un miracle, effectivement, parce qu'on a fait vraiment un sprint très impressionnant à la fin. Le stratège d'Athènes a gagné son pari, car personne ne va remettre en cause ces chiffres miraculeux. Au contraire, l'Europe fête ce qu'elle prend pour de la prospérité. Tous mes collègues, tous, ont applaudi. On a bu de la champagne. C'était un grand, comment dire, une fête pour la Grèce. L'intronisation en grande pompe de la Grèce dans la zone euro se déroule lors d'une rencontre au sommet en juin 2000. Les dirigeants européens y apparaissent à la fois très naïfs et très empressés. J'ai retrouvé le texte exact. Ça traduit bien le climat de l'époque. Le Conseil européen félicite la Grèce pour les résultats qu'elle a obtenus ces dernières années en matière de convergence, grâce à une politique économique et financière saine. Tous les membres du Conseil européen croyaient les comptes qui étaient fournis par la Grèce, vous n'avez pas de raison d'en douter, ou n'étaient pas mandatés pour aller fouiller là-dedans pour savoir ce qui était vrai ou pas. Mais l'état réel de l'État grec, de l'administration grecque, de la fiscalité en Grèce, tout ça, non, c'était pas un sujet. En effet, depuis 20 ans, la Grèce est incapable de se conformer à une exigence économique de base, encaisser ses impôts. Pendant des siècles, ici, la fiscalité a été assimilée à un racket de l'occupant ottoman. Depuis, les contribuables grecs font preuve de beaucoup de mauvaise volonté. Pendant 400 ans, il n'y a pas eu d'État offrant des prestations dignes d'un État. L'État, c'était juste une taxe demandée par l'occupant. Il n'y avait donc pas de conscience que l'État pouvait subvenir à vos besoins. L'État était juste là pour vous prendre des choses. C'est ça le contexte. Chaque année, ce sont donc près de 30 milliards d'euros qui échappent aux caisses du ministère des Finances. À Francfort, au siège de la Banque Centrale Européenne, on sait mieux qu'ailleurs qu'un État où l'on ne paye pas ses impôts est un État malade, en sursis.
Objectivement, la Grèce n'était pas prête. D'abord, elle était trop endettée. Et puis, sa bonne santé économique du moment était due à des mesures ponctuelles, prises exprès pour l'occasion. Elle s'était apprêtée un peu comme une mariée le jour du mariage. Mais on sait qu'une fois la cérémonie terminée, la mariée reste rarement aussi belle qu'elle était au début de la fête. Et là, c'était vraiment ça. Pourtant, à l'époque, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée à l'histoire en marche. Je ne sais pas s'il s'agit là d'un dysfonctionnement, mais la Banque centrale, à aucun moment, ne nous a mis en garde d'une façon virulente. Vous ne pouviez pas dire ce que vous pensiez vraiment? Non. Non, ce sont aux politiques de décider, et c'est très bien comme ça. La question est, à quel point la Banque centrale européenne aurait dû s'exprimer davantage publiquement? Aujourd'hui, je dirais que nous sommes allés jusqu'à la limite de ce qu'il était politiquement possible de faire à l'époque. La Banque centrale, pourtant indépendante des dirigeants politiques selon ses statuts, manque de courage. Elle a préféré s'incliner devant la raison d'État de l'euro. Un homme, pourtant, refuse de cautionner tout cela. Il est l'un des principaux responsables de la politique monétaire en Allemagne. Dans une conférence de presse, j'ai dit aux journalistes qu'en tant que membre du Conseil de la Bundesbank, je pensais que l'adhésion de la Grèce devait être différée une fois encore. Je n'étais pas seul à le penser parmi mes collègues de la Bundesbank, mais j'étais le premier à le dire publiquement. On ne le sait pas encore, mais si l'Europe avait voulu entendre l'alerte de cet expert ce jour-là, le pire aurait peut-être été évité. En attendant, la petite phrase met quand même le feu à la bourse d'Athènes. Le doute sur l'introduction de l'euro suffit à déchaîner les spéculateurs pour la première fois. La réaction des marchés financiers a vraiment été dramatique. Mais les doutes se sont très vite dissipés car le gouvernement allemand a tout de suite confirmé que l'euro serait introduit comme prévu en Grèce. Le banquier est rappelé à l'ordre par la chancellerie à Berlin. Le gouvernement allemand refuse de stigmatiser son partenaire grec. Athènes aura bien sa place dans l'euro, quel qu'en soit le prix. Il y a une sorte d'allégresse qui faisait que c'était bien vu d'admettre la Grèce parce qu'elle était le berceau de la démocratie. Oui, là on ne parle pas de démocratie, on parle de finance, d'économie. Bien sûr, mais il faut que l'art de gouverner s'accommode de la réalité. Or, trop souvent, la gouvernance publique prend appui sur le déni de réalité. Finalement, la Grèce est bien au rendez-vous de la monnaie unique. Cette nuit-là, à Athènes, comme partout ailleurs en Europe, les anciennes monnaies nationales disparaissent au profit de l'euro. Au pied de l'acropole, il semble bien y avoir un peu plus de ferveur qu'ailleurs. La Grèce a poussé un soupir de soulagement. Ils ont dit « Ouf, ça y est, on y est ». Et ils ont complètement lâché la bride. C'est ça le problème. Avec l'euro, une monnaie qui inspire confiance, les Grecs peuvent emprunter à tout va. Une vie à crédit, de l'argent facile. Athènes découvre à son tour les années fric. C'était vraiment un climat qui a duré pendant 5 ans, qui était vraiment un climat extraordinaire pour la Grèce. On n'a pas jeté l'argent par les fenêtres, on l'a mis dans des Porsche, des vacances, des bateaux, de l'immobilier.
Dans la fonction publique, les salaires ont plus que doublé en 8 ans. C'est totalement absurde. Aucun pays ne peut financer ça. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, les salaires ont augmenté de 25%, quand dans le même temps, ils augmentaient en Grèce de 140%, ou à peu près. On aurait dû surveiller la Grèce comme on surveille le lait sur le feu. Mais dans les bonnes manières entre les États membres, il n'est pas question de se suspecter. Les gouvernants sont des sortes de pompiers qui vont aux choses urgentes. Et donc jamais la Grèce dans ces périodes n'est un problème grave et urgent. Il n'y a aucun moment le Conseil européen dit bon, quand même, cette affaire grecque, il faut qu'on regarde de plus près, quoi. Avec le début de ce nouveau millénaire, Athènes semble connaître un nouvel âge d'or. Revivre la gloire des temps anciens, lorsque la cité antique était le centre du monde. 2004 est l'année où tout réussit à la Grèce. Coup sur coup, son équipe de foot devient championne d'Europe à la surprise générale. Quelques semaines plus tard, s'ouvrent les Jeux Olympiques, les premiers à Athènes depuis la fin du 19e siècle. Une douce euphorie s'empare de tout le pays. La Grèce marche sur l'eau. Mais à Paris, le Premier ministre est dubitatif. J'avais fait des analyses assez précises du coût des Jeux Olympiques d'Athènes, parce que se posait la question de notre candidature pour les Jeux Olympiques de Londres. Et au fond, dans mon fort intérieur, je n'étais pas très favorable à ce que nous obtenions les Jeux Olympiques, d'après cette étude, puisque je trouvais que c'était au-dessus de nos moyens. Si la France avait du mal à financer les Jeux Olympiques de Paris, qu'est-ce que ça devait être de la Grèce pour financer Athènes? Donc là, c'est un exemple qui m'a alerté sur la gravité de la situation en Grèce. Son intuition, le chef du gouvernement français ne la partagera pas avec Bruxelles. Jamais l'idée nous était venue qu'il pourrait y avoir des trafiquages de chiffres ou des comptages inappropriés. Le réveil va être douloureux. Les Grecs qui ont organisé les Jeux Olympiques sont peut-être aussi champions d'Europe de la triche comptable. Pour pouvoir entrer dans l'euro, la Grèce avait maquillé ses comptes. À l'origine de cette découverte, le travail de fourmi accompli dans ce coin de la vieille Europe, au Luxembourg. Précisément à Eurostat, l'organisme qui contrôle tous les chiffres des pays de l'Union européenne. Au cours de l'année 2004 qu'on a commencé à voir qu'il y avait un petit problème, et compte tenu de l'ampleur de ces petits problèmes s'additionnant à d'autres petits problèmes, ça devient un gros problème, on a décidé de faire une étude approfondie pour le cas grec. À Francfort, la Banque centrale européenne aussi se penche sur ces anomalies comptables. Il y avait des problèmes absolument monumentaux de dépenses militaires, parce qu'ils avaient fait des dépenses militaires énormes pour, soi-disant, résister aux Turcs. Il y avait d'énormes dépenses, notamment de sous-marins ou je sais pas quoi. La Grèce est le pays qui entretient le plus gros budget militaire en Europe. Mais sa méthode pour comptabiliser l'effort de guerre laisse à désirer. Des milliards d'euros n'apparaissent pas dans les comptes. Un tour de passe-passe qui n'a pas échappé au nouveau gouvernement qui vient de prendre le pouvoir à Athènes. Si par exemple on achetait 50 Mirage 2000 à la France, cette dépense était enregistrée dans notre budget seulement après que nous ayons fini de tout acheter. Donc on achetait les 45 premiers Mirages et la dépense n'apparaissait nulle part. Ce n'est que des années plus tard, après la livraison du dernier appareil, que la dépense était enregistrée dans notre budget. Entre bizarreries comptables et erreurs grossières, impossible de voir vraiment clair dans les comptes publics grecs. Quand Eurostat découvre une erreur,
Elle ne se demande pas si c'est une malversation ou si c'est juste une erreur technique. Non, quand Eurostat a reconnu une erreur, Eurostat fait rapport au Conseil, d'abord à la Commission, qui est l'autorité publique aussi au-dessus d'Eurostat, puisque Eurostat n'est qu'une direction générale de la Commission européenne. À Bruxelles, chacun se renvoie la balle. On se contente de rapporter à l'échelon supérieur ou à l'institution d'à côté. Une dilution de responsabilité qui a tendance à faire disparaître tous les problèmes. Même le gendarme de l'euro, la Banque centrale européenne, ne dit rien. Et pour cause. Ici, le vice-président s'appelle Loukas Papademos. Il est grec. Quand la Grèce manipulait ses comptes pour entrer dans l'euro, il était encore à Athènes, à un poste stratégique, gouverneur de la Banque centrale grecque. Il était donc aux premières loges pour connaître le détail des petits arrangements comptables de son pays. Mais quand il devient l'un des gardiens de la monnaie unique, il en oublie son devoir de loyauté européenne et se garde bien d'affranchir ses nouveaux collègues. Nous avons très bien travaillé ensemble. Bon, concernant la Grèce, il n'était peut-être pas très objectif. Il était optimiste. Il disait que petit à petit, la Grèce allait résoudre ses problèmes. Nous avons eu bien sûr beaucoup de discussions avec lui et au sein de l'exécutif, c'est-à-dire du directoire, et au sein du Conseil des gouverneurs, des discussions très approfondies. Lui, il savait que les comptes étaient falsifiés? Non. Non, Loukas Papademos ne savait pas que les comptes étaient falsifiés. Il ne savait pas ou il a préféré garder le silence? Loukas est un bon ami à moi, mais on ne parlait pas de tout cela en détail entre nous. C'est un homme honorable. Dans quelle mesure il a été mêlé à tout ça ou informé? Je ne sais pas vraiment. Il aurait pu vous prévenir, vous informer, avant peut-être. Bon, arrêtez avec cette histoire de Papademos. Je ne dis plus rien là-dessus. Je n'aime pas cette personnalisation des choses. Au cœur de la machine européenne, l'homme le mieux informé sur les comptes truqués grecs n'a jamais été inquiété. Quant à nos demandes d'entretien, elles sont restées lettres mortes. Des responsables européens qui se serrent les coudes, des services qui se renvoient la balle. Personne en 2004 ne veut aller plus loin sur le trucage grec. Pas même les ministres des Finances européens réunis au sein de l'Eurogroupe, l'instance pourtant censée gérer toutes les complications liées à la monnaie unique. L'Eurogroupe, au fond, va permettre aux ministres des Finances de régler leurs petites affaires entre eux et de faire preuve d'une certaine complaisance mutuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la complaisance mutuelle? Ça veut dire qu'on va avoir de la compréhension pour ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Et très vite, d'ailleurs, on s'aperçoit que la transgression va être à l'œuvre. À cette époque, en effet, les grands pays sont à nouveau loin d'être irréprochables. À commencer par la France. Et c'est Madame Alliot-Marie qui dit, mais au fond, les dépenses de défense nationale, est-ce que c'est vraiment de la dépense publique, quoi? Et comme ça ne suffit pas, Chirac dit, mais les dépenses de recherche-développement, est-ce que c'est à prendre en compte dans le déficit? C'est n'importe quoi. La France est au-delà des critères de Maastricht qu'elle avait déjà eu tant de mal à respecter 7 ans auparavant. Et le Premier ministre l'assume même ouvertement sur les plateaux de télévision. Maastricht, c'est très important, mais l'emploi, c'est aussi très important. Et la croissance, c'est aussi très important. Moi, mon premier devoir, c'est pas d'aller rendre des équations comptables et de faire des problèmes de mathématiques pour que tel ou tel bureau dans tel ou tel pays soit satisfait.
Malgré son lourd déficit, la France refuse même d'être sanctionnée par l'Europe. Moi, je ne voulais pas de sanctions de Bruxelles. Parce qu'à l'époque, peut-être que maintenant, si ça se généralise, ça devient banal. Mais à l'époque, c'eût été infamant pour la France que d'être sanctionnée. Donc je ne voulais pas de sanctions de Bruxelles. L'esprit du pacte avait été démoli, parce que les grands pays refusant qu'il s'applique à eux-mêmes en avaient démoli l'esprit. J'ai beaucoup de collègues qui sont venus me voir en me disant « On voit bien que les règles, c'est bon pour les petits, mais les grands, eux, ils font ce qu'ils veulent. » Les grands pays se sont mis hors la loi. Difficile pour eux d'instruire alors un procès en sorcellerie budgétaire à la petite Grèce. Il n'y aura donc aucune suite à l'affaire des comptes grecs falsifiés de 2004. Aujourd'hui, je me dis, voilà, il aurait pu tempester, sanctionner, punir, mais on ne l'a pas fait. D'une certaine façon, je persiste à croire qu'on avait raison de ne pas le faire, parce qu'on aurait, comme je le disais, approfondi les abîmes grecs. En cette fin d'année 2004, les dieux protègent encore la Grèce. Les fonctionnaires européens n'ont même pas remarqué qu'ils détenaient dans leurs propres archives les preuves des méthodes inquiétantes employées par Athènes. Pour maquiller ses comptes, la Grèce s'était en effet tournée vers les mauvais génies de la finance, ceux de la City, à Londres. Les dirigeants grecs avaient choisi Goldman Sachs. La banque d'affaires avait mis au point un artifice comptable très tentant pour un pays aussi endetté que la Grèce. Il s'agissait de manipuler dans la plus grande discrétion les emprunts d'État en monnaies étrangères, pour faire mine d'en diminuer le montant total. Dans le jargon financier, on appelle ça un swap de devises. Le but de ce genre d'opération est souvent de faire des choses que vous désirez cacher aux autres. C'était une transaction très exceptionnelle par rapport aux pratiques habituelles sur les marchés financiers. Le swap permet de glisser sous le tapis tout un pan de la dette publique. Goldman Sachs la prend à sa charge. Mais en contrepartie, la Grèce doit rembourser avec des taux d'intérêt exorbitants. Le banquier se transforme en usurier. C'est donc un véritable pacte avec le diable qu'ont signé les responsables grecs de l'époque pour entrer dans l'euro. Nous avons découvert le swap parce qu'on recevait des factures très élevées. Et d'un coup, on a réalisé qu'on devait payer 200, 300, 400 millions d'euros. Ce n'étaient pas les remboursements d'un prêt classique. En fait, c'était les premiers remboursements de ce swap. Prix du tour de passe-passe facturé par Goldman Sachs à l'État grec, 600 millions d'euros le montage de l'opération et 400 millions d'euros supplémentaires à rembourser chaque année, jusqu'en 2037. Les gens étaient frappés par la dimension de la transaction, par la nature inhabituelle de ce deal et par la somme d'argent que Goldman Sachs gagnait avec ce deal. Il y avait la sensation que Goldman avait arnaqué son client. C'était vraiment une mauvaise opération, aussi bien sur le plan économique et financier que sur le plan éthique et moral. Plus choquant encore, quand les contrôleurs d'Eurostat passent en revue les comptes grecs en 2004, ils ne disent pas un mot sur cette opération piège. Eurostat ne connaissait pas l'existence de contrats de swap avec Goldman Sachs en Grèce. Nous n'en avions pas véritablement connaissance. Et moi, j'en avais pas connaissance à l'époque. Une ignorance troublante, car les accords de swap semblent bien avoir été négociés en leur temps. Entre Goldman Sachs, Athènes et certains fonctionnaires d'Eurostat, justement. Le journaliste Nick Dunbar possède un courrier électronique envoyé par la banque américaine aux fonctionnaires européens. La lecture de ce document
prouve clairement que l'Europe avait donné son feu vert à l'opération Swap. Bonjour, j'ai organisé la conférence téléphonique avec Eurostat. Les juristes ont été très contents de ce qu'ils ont appris. Nous avons eu essentiellement la confirmation de ce que nous savions déjà. Visiblement, là, on comprend que ce n'est pas leur première discussion. Parmi les différentes choses que nous avons abordées, Eurostat a réaffirmé, vous voyez, là encore, ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'ils se parlent. A réaffirmé donc que les contrats de swap sont légaux et que l'argent des swaps peut être utilisé pour diminuer le déficit et la dette. Pas au courant. Je peux pas faire de commentaire, je suis pas au courant. Visiblement, c'est un document que vous n'avez pas, une information qu'on vous avait pas donnée. Je suis pas au courant. Pas au courant. Et si on ne me dit pas, comment voulez-vous que moi j'aille savoir ce qui s'est passé? Ignorance, incompétence, lâcheté. Seule certitude, en 2004, c'est bien l'Europe qui a fait naufrage. Sous le soleil grec, en revanche, rien ne change. C'est toujours la Dolce Vita. On continuait à vivre qu'on avait appris à vivre, en s'endettant. On bouclait les fins des mois et les fins des années, déficit augmentait mais personne n'y prêtait attention, la dette augmentait mais personne n'y prêtait attention, c'était la vie normale comme on avait l'habitude de la vivre depuis des décennies. Bruxelles non plus ne change rien à ses habitudes. Année après année, l'Europe continue de verser à la Grèce 3 fois plus de subventions qu'ailleurs, en continuant de fermer les yeux. Six mois avant le début de la crise, l'Europe délivre même un satisfecit public à Athènes. Nous considérons que la Grèce est dans une meilleure situation économique que les autres pays. Au même moment, l'ambassadeur américain en poste à Athènes, lui, est beaucoup plus inquiet. Il rédige un télégramme alarmiste à l'attention de Washington. Au lieu de se préparer pour le pire, le gouvernement grec semble tabler sur le meilleur, se préparer pour le meilleur et ignorer le reste. Le gros temps n'est plus très loin. En cette fin d'après-midi à Luxembourg, une petite phrase va marquer le début de la crise. Là, on arrête de jouer. On a besoin de vrais chiffres. Ce coup de gueule du patron de l'Eurogroupe trouve son explication dans l'aveu du nouveau ministre grec des Finances. Encore un. Mais celui-là est formé à la rigueur anglo-saxonne. Et il est bien décidé à en finir avec les étranges pratiques de ses prédécesseurs. La dissimulation de tous les déficits. Je découvre ces chiffres quand le service vient et me dit, écoutez, nous avons donné pendant 3 mois à votre prédécesseur ces chiffres-là et il n'a pas voulu les publier. Est-ce que vous voulez qu'on les publie? Je dis, évidemment, vous les publiez. On ne peut pas cacher la vérité. Et cette vérité, le ministre grec est venu l'avouer à ses homologues lors de cette réunion de l'Eurogroupe. Et ça, c'est la bonne occasion pour moi de dire les mauvaises nouvelles et d'annoncer que, vous savez, le chiffre qui vous avait été envoyé il y a 2 semaines, malheureusement, le déficit est double ça. Le déficit officiel de 6% s'élevait en réalité à 13%. Des sommes colossales s'étaient volatilisées. Ça s'évapore. Les caisses étaient vides, la dette était énorme. Le déficit avait dépassé les bornes. C'est ça la réalité. Pour la Grèce, mentir n'était plus tenable. Si, à ce moment-là, moi, je disais, écoutez, c'est pas 6%, c'est plutôt 8 ou 9. Et un mois après, je disais, écoutez, c'est pas vraiment 8 ou 9, c'est 11. Et un mois après, je disais, écoutez, c'est pas vraiment 11, c'est 13.
quelle serait la crédibilité du gouvernement? C'est exactement le même problème qu'avait le gouvernement qui nous a précédés. C'était, on serait les gens qui continuent le mensonge. Bien entendu, cela provoque à la fois stupéfaction et indignation de la part des autres collègues ministres des Finances qui entendent un discours donc complètement nouveau et vraiment dramatique, et cela conduit évidemment la Banque Centrale Européenne et la Commission à s'indigner en demandant comment il est possible que l'on ait pu dissimuler auparavant ces chiffres. Jean-Claude Trichet était très gêné, ça se voit. Il veut affirmer à ce moment-là que c'est un problème qui est spécifique pour la Grèce et que le problème des statistiques, c'est un problème grec, et non pas plus grand que ça. Naturellement, nous n'imaginions pas nécessairement avoir à affronter très vite la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Sont tournés vers la Grèce. La situation est très grave. Le pays, lesté par une très lourde dette, suscite des doutes sur sa capacité à rembourser. Du jour au lendemain, les salaires s'effondrent. Le chômage frappe très vite 30% de la population. Le pays est en proie à une violence sans précédent. La récession s'installe, visible, palpable, brutale. C'est la Grèce tout entière qui est au bord de l'asphyxie. Au sommet de l'Europe, l'heure est aux révisions déchirantes. Comment a-t-on laissé la Grèce entrer dans la zone euro? Comment voulez-vous répondre à cette question? Clairement, l'hypothèse de travail à tort de la Commission et des gouvernements était le système étatique grec fonctionne convenablement. C'était une erreur. C'était à l'évidence une très grave erreur. Une faillite collective que l'Europe a mis beaucoup de temps à reconnaître. On a voulu dire, écoutez, non, la zone euro est très bien, tout va très bien. C'est la Grèce qui a un petit problème, ne vous inquiétez pas. Donc la Grèce est un cas à part, c'est une exception. Mais attention, n'ayez pas peur, tout le reste en Europe fonctionne très bien. C'était faux. Le risque maintenant, c'est malheureusement la contagion en clair. Si un pays peut faire faillite, alors n'importe quel autre pays d'Europe peut faire faillite. Le scénario catastrophe que personne ne voulait envisager devient une réalité. Si l'Europe ne sort pas son carnet de chèques pour aider la Grèce, elle coule avec elle. Il a fallu que les événements se déroulent sous nos yeux pour que tout le monde le comprenne. De plans de sauvetage en réunion de la dernière chance, l'Europe est depuis 2009 contrainte dans l'urgence d'inventer des solutions pour sauver le malade grec. Nous avons à gérer les conséquences de ceux qui ont fait rentrer un certain nombre de pays qui n'étaient pas prêts dans la zone euro et qui ont relâché la discipline sur le pacte. Désormais, tout le monde doit mettre la main au portefeuille, s'entraider. En 1996, 17, 18, quand je faisais l'euro, j'aurais jamais osé proposer de mettre en place ces mécanismes de solidarité. On m'aurait fusillé au pied du back and peace, hein, parce que ça va pas. Il était hors de question que les États membres s'entendent pour se soutenir les uns les autres s'ils avaient un problème. Hors de question, je peux vous dire, à la fin des années 90, la question ne se posait même pas. D'ailleurs, on n'a même pas posé la question. L'idéalisme des débuts, celui qui avait encouragé le berceau de la civilisation à rejoindre la grande famille de l'euro les yeux fermés, ce romantisme-là coûtera cher. Une vague d'austérité sans précédent dans tous les pays d'Europe et 450 milliards, montant estimé des plans d'urgence pour sauver la Grèce. Le prix à payer pour ces 40 années de petites et grandes lâchetés au sommet de l'Europe. J'ai un regret, pas du tout pour l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, pas du tout, aucun regret. J'ai un regret pour l'adoption de l'euro par la Grèce. C'était pas simplement
errare humano est, c'était aussi perseverare diabolicum. Si quelqu'un met du miel au doigt de quelqu'un, qui est le plus fautif? C'est lui qui met le miel au doigt ou c'est lui qui le mange? J'ai découvert, pendant ces longues années grecques, que oui, la Grèce est une grande nation, mais que c'est un faible État. L'Allemagne et la France sont les premiers fautifs. On dit souvent qu'ils n'ont commis que des petites fautes. Mais comme on le sait bien, les grandes erreurs commencent justement avec des petites fautes. Très franchement, tous les États membres ont une part de responsabilité, parce qu'ils ont laissé faire les Grecs.